La Terre, notre planète. Unique, toujours en mouvement et en métamorphose. Les continents dérivent, s'entrechoquent, les volcans grondent et crachent leur colère, les glaciers avancent ou cèdent du terrain. Ces forces titanesques, jamais en repos, nous ont laissé en héritage bien des mystères géologiques. L'immense cercle de destruction qui entoure le Pacifique fait partie des plus fascinants de ces mystères. On l'appelle la ceinture de feu. Les 3/4 des volcans de la planète y sont concentrés. Et 90% de tous les séismes se produisent le long de cette ligne. Depuis 200 ans, les catastrophes qui ont secoué cette zone ont fait plus d'1 million de morts. Aujourd'hui, les scientifiques veulent des réponses. Pourquoi ces éruptions et ces tremblements de terre ravagent-ils le pourtour de l'océan Pacifique? Qu'est-ce qui les alimente? S'ils résolvent l'énigme de cette formidable force de la nature, ils auront fait un pas de plus vers la compréhension des origines de la Terre. La ceinture de feu est l'une des zones de destruction les plus étendues de la planète Terre. Les centaines de volcans qui bordent le Pacifique Est sont la caractéristique la plus visible. Ils forment un arc de cercle qui s'étend sur 40 000 km. Partant de l'Amérique du Sud, ils longent la côte nord-ouest de l'Amérique jusqu'en Alaska, puis traversent la Russie, le Japon et l'Asie du Sud-Est pour rejoindre la Nouvelle-Zélande. Dans cette région, les éruptions cataclysmiques sont monnaie courante. Août 1883, Indonésie. Le Krakatoa explose. La violence de la déflagration en fait le phénomène sonore le plus fort de l'histoire. Juin 1991, les Philippines. Le mont Pinatubo éjecte des débris à 35 km dans l'atmosphère. Une épaisse couche de cendres s'abat sur près de 6500 km². Et en mai 1980, le mont Saint-Helens fait plus de 760 millions d'euros de dégâts. S'ils veulent déjouer cette menace omniprésente, les scientifiques doivent à tout prix comprendre les forces qui animent ces volcans. L'enquête démarre en Alaska. Ce paysage à la beauté austère marque l'extrême nord de la ceinture de feu. 75% des volcans américains se situent ici. C'est le laboratoire idéal pour les vulcanologues. Première phase, découvrir comment se forment les volcans géants de la ceinture de feu. Nous allons voir l'Augustine dans le golfe de Cook. Il appartient à la chaîne de volcans qui s'étend jusqu'aux îles Aléoutiennes. Pour ce trajet de 96 km, nous survolons les eaux glacées de l'Alaska. Le volcan ne tarde pas à apparaître dans le lointain. Voici le mont Augustine là-bas. C'est la journée idéale pour le voir. Loin au-dessus des nuages, la silhouette caractéristique du volcan est parfaitement visible. L'Augustine est un stratovolcan, du type de ceux qui jalonnent la ceinture de feu. La belle forme conique des stratovolcans est unique et l'Augustine en est l'exemple parfait. Le géant s'est réveillé 7 fois depuis 1935 et sa dernière éruption remonte à janvier 2006. Au cours des ans, des flots de lave solidifiés se sont accumulés sur ses flancs. Katharine Bull escalade l'une des coulées afin de l'étudier de plus près. Cette lave est faite de blocs.
Elle comporte des morceaux plus denses que d'autres et on voit qu'elle est très fragmentée. C'est ce qu'on appelle une coulée en bloc. Cette lave en bloc fournit un indice crucial sur la violence des volcans de la ceinture de feu. Elle est plus épaisse à sa sortie du cratère. Et cette épaisseur modifie la manière dont elle s'écoule. Il y a plusieurs façons de déterminer l'épaisseur ou la viscosité de la lave. À Hawaï, elle est fluide. Le miel imite très bien la lave d'un volcan hawaïen qui entre en éruption. Elle s'écoule très facilement sur le roc. En revanche, les laves en bloc ressemblent davantage à du beurre de cacahuète. Elles coulent quand même, mais leur viscosité est bien plus élevée. La viscosité de la lave est directement liée à sa teneur en silice, le minerai le plus abondant de la croûte terrestre. Plus elle contient de silice, plus la lave sera épaisse, visqueuse. La lave d'Hawaï en contient peu. Elle est fluide et crée un paysage relativement plat. Mais celle des volcans de la ceinture de feu, riche en silice, est collante et s'écoule difficilement. Elle façonne d'immenses stratovolcans en forme de cône. Des caméras infrarouges ont été utilisées en 2006 pour étudier l'Augustine en pleine éruption. L'image montre les couches successives déposées par cette lave visqueuse. C'est cette consistance qui rend les stratovolcans si meurtriers. Cette lave est tellement épaisse que la matière ne se déplace pas facilement dans le volcan, ce qui peut entraîner la formation de bulles de gaz. Profondément enfoui sous terre, sous une énorme pression, du gaz dissous imprègne la roche en fusion. Quand ce dernier s'élève, la pression diminue. Cette baisse de pression active la formation de bulles de gaz, comme quand on ouvre une bouteille de soda. Si le magma est fluide, le gaz peut s'échapper sans danger. Mais il reste piégé dans celui de la ceinture de feu, épais et riche en silice, et provoque souvent de terribles désastres. Essayez de faire remonter une bulle dans du beurre de cacahuète. Ce n'est pas si facile. Une énorme pression s'accumule et au bout d'un moment, le point de non-retour finit par être atteint. Résultat, des explosions monstrueuses causées par l'accumulation catastrophique du gaz à l'intérieur de la roche en fusion. Voilà pourquoi les volcans de la ceinture de feu représentent un tel danger. Mais en général, ce n'est pas la première explosion qui tue. C'est ce qui se passe après. Le panache d'une éruption explosive peut s'élever à plusieurs dizaines de kilomètres de haut. Lorsqu'à court d'énergie, il retombe sur les flancs du volcan, il provoque une avalanche de cendres et de gaz brûlants. Ces coulées de plus de 700 degrés, qui dévalent à 160 km/h, détruisent tout sur leur passage. C'est la conséquence dramatique des éruptions explosives causées par l'accumulation de gaz dans la lave visqueuse. L'investigation s'approfondit. Katharine Bull recherche à présent des pistes sur la formation de cette lave. Au pied de l'Augustine, elle collecte des échantillons provenant de l'intérieur du volcan. Cet énorme bloc de lave visqueuse solidifiée a vu le jour sous forme de magma dans le ventre de la Terre. Il a été éjecté par une éruption et il recèle des preuves intéressantes. Je vois beaucoup de minéraux dans ce bloc et un peu de hornblende. La présence de cristaux de hornblende fournit un indice précieux
sur la création du magma. C'est important car ça nous apprend quelque chose sur l'état du magma à l'endroit où la hornblende s'est cristallisée. C'est un minéral qui ne se forme que s'il y a de l'eau. Cela prouve que l'eau est présente au plus profond de la Terre. Les scientifiques tendent à penser qu'elle joue un rôle essentiel dans la formation du magma qui alimente les volcans. Au cœur du globe, la roche est brûlante et semi-solide. La présence de l'eau devrait la refroidir. Or, il n'en est rien. Cette eau, qui est sous haute pression, modifie la structure de la roche et la fait fondre, formant des panaches de magma. La roche en fusion, en s'élançant vers la surface, bâtit des volcans géants. Sans l'eau, qui déclenche la formation du magma loin sous nos pieds, les volcans de la ceinture de feu n'existeraient pas. De grands pans de ce processus restent à expliquer, mais nous en avons compris une bonne partie, et l'eau joue un rôle majeur dans la fusion de la roche. L'enquête sur les dangers de la ceinture de feu progresse. 2 éléments essentiels ont été découverts. Les coulées de l'avant-bloc indiquent un magma épais, visqueux, qui emprisonne le gaz à l'intérieur du volcan et cause des éruptions explosives. Quant aux cristaux de hornblende, ils révèlent qu'au cœur de la Terre, l'eau favorise la création du magma qui alimente les volcans. Tout en s'interrogeant sur la provenance de cette eau, nos détectives géologues vont faire une découverte remarquable. La signature chimique d'un organisme microscopique vivant au sein des volcans. Le sous-sol de la ceinture de feu est donc parcouru de poches de magma explosif qui n'existeraient pas en l'absence de l'eau. D'où vient cette eau? Ce n'est qu'en résolvant ce mystère que les scientifiques sauront pourquoi cette zone représente une telle menace. L'investigation reprend au mont Lassen, un volcan actif du nord de la Californie. Le site est entouré de sources chaudes, de mares de boue en ébullition et de cheminées qui vomissent des fumerolles de vapeur et de gaz surchauffés. Cette intense activité thermale est due à la chaleur émanant de la poche de magma. En analysant le gaz dégagé par les fumerolles, les scientifiques comptent découvrir l'origine de l'eau qui fait naître le magma. Cet instrument est un thermomètre. La température de cette fumerole est de 92,5 degrés Celsius. C'est à peu près la température de l'ébullition à cette altitude, et c'est ce qu'il nous faut pour un bon prélèvement de gaz. Une belle fumerole bouillante. Vous voyez toute cette vapeur qui s'échappe à la surface du sol? Ce sont les gaz qu'elle transporte qui nous intéressent. Leur composition nous indique ce qui se passe à différentes profondeurs, là où on ne peut pas voir. Les tests effectués sur ces gaz, prélevés sur des volcans de tout l'arc insulaire du Pacifique, réservent une surprise. Ils contiennent du carbone 12, un type de carbone qui ne se rencontre que dans les organismes vivants. Les taux révélés par les analyses sont la signature chimique d'un minuscule organisme marin, le phytoplancton. Des milliards de phytoplanctons vivent dans l'océan. En grandissant, leurs cellules absorbent le carbone 12. Lorsqu'ils meurent, ils coulent et forment des couches de sédiments. Ainsi, le carbone 12 qu'ils contiennent s'intègre au fond marin. Comment se fait-il que les volcans de la ceinture de feu crachent ce même carbone 12? Le dioxyde de carbone des volcans de la chaîne des Cascades a une teneur élevée en carbone 12. C'est comme si une marmite de sédiments océaniques bourrée de phytoplancton bouillonnait au cœur des volcans et fabriquait le dioxyde de carbone qu'on voit au sommet.
Le dioxyde de carbone est donc lié aux sédiments marins. Les matières organiques qui constituaient le phytoplancton en pleine mer se transforment en gaz carbonique visible à la surface. En s'infiltrant sous les volcans, les sédiments marins apportent avec eux de l'eau de mer. C'est cette eau qui provoque la fonte de la roche et la formation du magma. Cependant, le mystère n'est pas entièrement résolu. Les panaches de magma se trouvent parfois à des centaines de kilomètres de l'océan. Les scientifiques doivent expliquer comment les sédiments chargés d'eau de mer sont transportés si loin à l'intérieur des terres. Retour en Alaska, au mont Chugach. Les recherches commencent par l'analyse des roches locales. Voici un très beau rocher. Il comporte un grand mélange de minéraux. À l'origine, cette matière noire, c'était de la boue. Il y a différentes nuances verdâtres dans celui-ci, comme des parfums volcaniques. Ici, on dirait du calcaire. Je vais verser de l'acide dessus et si ça pétille, c'est du calcaire. C'est bien ça, ce calcaire s'est formé dans l'océan par l'accumulation des corps de petites créatures qui se sont incorporées au roc. Et le voici dans les monts Chugach. Ces éboulis de roches marines à 30 km de la côte témoignent d'une activité remarquable au fond de l'océan. Ce mélange de types rocheux prouve que le plancher océanique bouge. Les géologues savent que seul un phénomène irrésistible, la subduction, peut transporter jusqu'ici ce méli-mélo de sédiments océaniques. La subduction se produit lorsque le fond marin en mouvement s'enfonce dans le sous-sol. En plongeant, les couches sédimentaires supérieures sont refoulées par la croûte terrestre qui agit comme la lame d'un chasse-neige. Sous la poussée, elles forment un immense amas de roches mixtes. C'est ainsi que sont nés les monts Chugach. Le fond océanique, gorgé d'eau, poursuit son voyage souterrain. En pénétrant profondément sous terre, l'eau de mer crée les panaches de magma qui engendrent à leur tour les volcans explosifs de la ceinture de feu. Nous nous trouvons au nord de l'arc volcanique, à l'endroit où le Pacifique s'enfonce vers le nord-ouest. La subduction a lieu à une trentaine de kilomètres sous nos pieds, mais là-bas où sont les volcans, elle serait à 95 kilomètres sous terre. En descendant vers le nord-ouest, le fond marin dépose de l'eau et des sédiments à l'intérieur de la Terre. Et au final, cette eau fait fondre le manteau qui remonte vers le volcan sous forme de magma. Pourquoi l'eau est-elle présente dans les entrailles de la Terre? Notre enquête a apporté des réponses fascinantes. Les prélèvements de carbone 12 indiquent que les sédiments océaniques plongent profondément sous les volcans de la ceinture de feu. Les roches mixtes des monts Chugach, à 30 km à l'intérieur des terres, prouvent que le plancher marin se déplace et glisse sous le continent. C'est là le moteur qui actionne les volcans meurtriers de la ceinture de feu. Mais les profondeurs souterraines dissimulent un monstre encore plus terrifiant. Celui-là engendre des séismes qui détruisent des villes entières. L'arc infernal de la ceinture de feu comprend 75% des volcans de la planète. Des sommets embrasés, érigés autour du Pacifique par de formidables forces souterraines. Leurs éruptions ont fait des milliers de victimes et des milliards d'euros de dommages matériels. Mais il existe une autre menace, encore plus inquiétante. Les tremblements de terre. 90% des séismes mondiaux se produisent dans cette étroite bande qui entoure le Pacifique.
Et les conséquences sont souvent terribles. Sumatra, septembre 2009. Un énorme tremblement de terre fait plus d'1 millier de morts. Mexique, septembre 1985. Plus de 9000 personnes sont tuées par un séisme de magnitude 8 qui ébranle jusqu'à la ville de Mexico. Alaska, mars 1964. Près d'Anchorage, le plus gros tremblement de terre jamais enregistré en Amérique du Nord. Le séisme est d'une telle violence qu'on observe des mouvements de terrain à 6500 km de là, en Floride. Cette puissance dévastatrice pousse les scientifiques à se demander pourquoi ces séismes meurtriers se produisent sur la ceinture de feu. L'enquête se transporte au détroit du Prince William, en Alaska, à 60 km de l'épicentre du séisme de 1964. Nous sommes à la limite nord de la ceinture de feu et nous allons voir la preuve de l'intense activité géologique de cette région. Peter Heusler se rend à l'île Montaigu, un lieu marqué par les forces déchaînées qui sculptent la région. Il découvre une côte déchiquetée et jonchée de rochers. Nous sommes au bord de l'océan, dans un environnement terriblement agité. Il y a des rochers partout. Et comme nous sommes en haut de la plage, les vagues qui se sont écrasées ici ont balayé toutes les petites pierres. Elles n'ont laissé que les rochers. On voit qu'ils sont adossés les uns aux autres, comme des dominos. Il faut de grosses vagues pour les faire basculer et parvenir à ce résultat. Cette plage rocheuse ne donne pourtant qu'une vague idée de la violence des séismes de la ceinture de feu. La véritable preuve se trouve à 400 mètres à l'intérieur. Peter Heusler se ferait un passage dans les épaisses broussailles. Caché sous les arbres, il trouve un alignement de rochers très similaires. On s'est battu dans l'enchevêtrement de la jungle alaskienne pour arriver ici, à environ 7 ou 8 mètres d'altitude. Or, nous sommes sur une plage, un environnement parfaitement préservé de plages très actives, comme celle de la côte. On y voit les mêmes rochers, alignés comme des dominos et dirigés vers le haut. C'est le résultat de l'énergie des vagues qui battent la plage, déplacent les rochers et les inclinent vers le sommet de la colline. Cette côte en retrait et surélevée court parallèlement à l'océan sur des centaines de mètres. C'est une preuve formelle qui ne peut signifier qu'une chose. La Terre a dû surgir de l'océan récemment, entraînant toute la côte avec elle. Il s'est produit un événement instantané qui a soulevé tout ce secteur jusqu'à cette hauteur. C'est forcément le résultat d'un séisme majeur. On voit ici les conséquences du grand tremblement de terre de 1964. Nous sommes exactement à l'endroit qui a subi la plus grande élévation. Le séisme géant propulse la Terre hors de la mer. Dans la ville voisine d'Anchorage, les dégâts sont considérables. Il était de magnitude 9,2. C'est le deuxième plus grand séisme de l'histoire. Tout simplement énorme. La Terre a tremblé durant 4 minutes et demie. Mais cette catastrophe fournit un indice sur le type de séisme qui rend la ceinture de feu si dangereuse. Le tremblement de terre qui s'est produit ici, en 1964, était un séisme de chevauchement, et même de méga-chevauchement, à cause de son ampleur. C'est le résultat du glissement d'une plaque rocheuse sur ou sous une autre. Ces séismes sont les plus puissants de tous. Ils représentent l'un des plus graves dangers de la ceinture de feu. Quand ils ont lieu sous l'océan, ils peuvent provoquer des raz-de-marée meurtriers, les tsunamis.
celui de 1964 engendre une vague de plus de 60 mètres de haut. Parcourant plus de 2700 km, il fait des morts jusqu'en Californie. Mais ce n'est rien à côté de la catastrophe de 2004. Le 26 décembre, au large de la côte asiatique, un formidable tremblement de terre sous-marin déclenche des vagues monstrueuses. Le littoral de 14 pays est submergé. Près de 200 000 personnes perdent la vie. L'ampleur du désastre s'explique par la violence des séismes de chevauchement. Il devient urgent de savoir pourquoi ces derniers surviennent sur la ceinture de feu. Là encore, l'environnement alaskien constitue le labo de géologie idéal. Nous allons à une station sismique du centre-sud de l'Alaska, près de l'extrémité de la péninsule de Kenai. Des millions d'années d'activité volcanique et de séismes dévastateurs ont sculpté le paysage accidenté de la région. Pas facile d'y trouver une surface plane pour atterrir. C'est bon de mon côté. La station de Mike se trouve tout là-haut, protégée des éléments et des ours, par sa coque jaune. Voici la chambre qui abrite la station sismique. Nous en avons beaucoup, éparpillés dans tout l'État d'Alaska. Il existe plusieurs milliers de stations identiques, depuis l'Alaska jusqu'en Californie. Le dispositif surveille toute l'activité sismique, tous les tremblements de terre du secteur. Il fait partie d'un vaste réseau qui couvre tous ces volcans, cette partie du continent, toute la région. Les données ne servent pas seulement à mesurer la gravité du séisme, sa magnitude. En rapprochant les informations fournies par plusieurs stations, on peut aussi le localiser. L'Alaska connaît environ 1500 tremblements de terre par mois. Si on les étudie globalement, on discerne une carte. Ils forment un ruban d'activité sismologique qui longe la côte. Sans surprise, ce ruban épouse la ligne de la ceinture de feu. Néanmoins, c'est ce qui se passe en dessous qui intéresse les scientifiques. Une coupe latérale montre que les séismes qui se produisent près de l'océan sont proches de la surface. Mais plus on pénètre dans les terres, plus ils s'enfoncent profondément. Ils suivent une ligne descendante qui débute dans l'océan et se poursuit sous le continent. Cette déclivité géante fournit un indice précieux sur la formation des séismes de méga-chevauchement. Les épicentres suivent exactement la pente du plancher océanique qui plonge sous les volcans. Les séismes sont déclenchés par la friction des plaques rocheuses lorsqu'elles se croisent sous terre. C'est la subduction du fond marin sous le continent qui rend les séismes de la ceinture de feu si dévastateurs et érige des stratovolcans explosifs. Tout ce que nous avons observé, les volcans, les fronts d'activité sismique, les violents séismes à l'interface, tout cela fait partie d'un seul système. Tout est relié et interconnecté. Deux pièces viennent de s'ajouter au dossier de la ceinture de feu. Une côte surélevée qui témoigne de la violence inégalée des secousses de méga-chevauchement. Et les données sismologiques qui démontrent que ces phénomènes destructeurs sont le fruit de la subduction, le mouvement du fond marin qui donne également naissance aux cracheurs de feu de l'arc volcanique. Curieux de découvrir le lieu précis où se déroule ce processus phénoménal, les océanographes explorent les creux les plus profonds, les plus inaccessibles de la planète.
Ayant établi l'importance de la subduction, qui rend la ceinture de feu si instable en poussant le fond marin sous le continent, les investigateurs ont choisi le détroit du Prince William, toujours en Alaska, pour y poursuivre leurs recherches. Sous l'eau, il y a des crêtes, des affleurements, des canyons, des ravines, des montagnes. Être capable de tracer une carte exhaustive du fond océanique, d'en avoir une vue d'ensemble, c'est comprendre sa configuration et son interaction avec le fonctionnement de la Terre. Jennifer Reynolds utilise une technologie échographique de pointe pour calculer la profondeur de la mer. Une onde sonore est émise sous le bateau. Le temps qu'elle met pour atteindre le fond et remonter donne une réponse précise. Ces recherches montrent un fond océanique relativement peu profond sur toute la côte alaskienne. Mais au large, les mesures changent radicalement. Dans le monde entier, en général, quand on quitte la terre ferme, on traverse une plaine relativement plate, puis un talus, et on plonge dans le bassin océanique qui est très plat. Mais autour de la ceinture de feu, quand on a passé le plateau et descendu le talus, au lieu d'arriver directement dans un océan plat, on franchit une fosse très profonde. Il n'y a pas d'endroit plus profond sur la planète. La fosse de l'Alaska atteint près de 6400 mètres. Ces failles géantes sont appelées fosses de subduction. Les plus grandes pourraient engloutir l'Everest tout entier. Elles tracent la ligne exacte où le fond océanique disparaît à l'intérieur de la Terre, déclenchant des séismes et des éruptions volcaniques catastrophiques. La ceinture de feu tire son nom des volcans qui encerclent le Pacifique. Mais au large, partout où il y a des volcans, il y a aussi une fosse océanique abyssale. Ce ne sont donc pas ces célèbres volcans qui déterminent la situation géographique et la forme de la ceinture de feu. C'est la position des fosses de subduction à des kilomètres en mer. Et en cartographiant toutes les fosses du Pacifique, les scientifiques font une nouvelle découverte, plus importante encore. L'imagerie informatique permet de visualiser la Terre dépourvue de ses océans. On s'aperçoit que les fosses suivent le bord d'une dalle rocheuse géante, ou plaque, qui constitue le fond de l'océan Pacifique. Cette immense plaque pacifique fait partie d'un ensemble de 14 qui couvre toute la surface de la planète. La zone de subduction est celle où les plaques se frottent à leurs voisines, créant ainsi la ligne de volcans qui entoure le Pacifique. Mais il nous manque encore des réponses. Les enquêteurs se déplacent à Tiger Mountain, dans l'État de Washington, afin de comprendre comment des plaques aussi colossales peuvent se heurter. En ville, le GPS de votre voiture vous indique où vous êtes à 1 mètre près. En géologie, il nous faut une précision au centimètre ou au millimètre pour pouvoir suivre les changements du terrain. C'est beaucoup plus subtil. Flake a installé un marqueur GPS à flanc de montagne. Voici l'unité GPS de Tiger Mountain. Ces tiges de métal sont plantées dans le soubassement rocheux et cimentées pour empêcher tout mouvement. L'antenne nous permet de mesurer quotidiennement certains points à partir de cette position. Toute l'Amérique du Nord est équipée de telles antennes. Ce maillage permet de constater quelles forces monumentales sont à l'œuvre dans la ceinture de feu. C'est juste une antenne parmi les centaines déployées dans l'ouest des États-Unis. Elle nous éclaire sur ce qui se passe en surface. En compilant toutes ces données GPS, on voit que l'Amérique du Nord se déplace.
Le continent avance vers l'ouest de près de 8 cm par an. Ce mouvement n'est possible que parce que la croûte terrestre est posée sur une couche de roche chaude et élastique qu'on appelle le manteau. Le manteau est très chaud, la pression extrême. Et plus on se rapproche du centre de la Terre, plus la température augmente. Il a donc tendance à monter, comme de l'eau dans une bouilloire. Ça crée un courant de convection qui s'élève vers la surface et entraîne les plaques avec lui. La puissance des courants de convection pousse la plaque pacifique contre ses voisines et entretient le processus de la subduction. Les plaques véhiculées par les courants de convection gênent les autres. Quelqu'un doit céder le terrain, donc l'une plonge sous l'autre. Ensuite, l'eau contenue dans les sédiments océaniques s'échappe et fait fondre le manteau supérieur, ce qui crée du magma qui monte à la surface et forme les volcans de la ceinture de feu. L'étude des forces qui nourrissent la ceinture de feu a établi 2 faits majeurs. Les fosses de subduction révèlent la forme de la plaque pacifique. Et les données GPS démontrent que les courants de convection sont responsables de la collision des plaques tectoniques. C'est le déplacement de la plaque pacifique et sa conséquence, la subduction du fond océanique, qui façonne et édifie la ceinture de feu. Reste un dernier mystère. De vastes zones du fond marin sont détruites en permanence. Néanmoins, en plusieurs millions d'années de subduction dans les fosses abyssales, les fonds océaniques n'ont jamais disparu. Nos détectives lèvent le secret. La ceinture de feu, un paysage émaillé de volcans géants et secoué par de violents séismes. Au large, le fond océanique. Il s'engloutit dans des fosses de subduction abyssales. Pourquoi ce fond a-t-il à peine changé après des millions d'années d'un tel traitement? Pour les géologues, une seule explication est possible. Quelque part en pleine mer, l'activité volcanique doit produire de nouvelles roches qui viennent remplacer le fond marin, détruit par la subduction. 1977 voit le lancement de la première d'une série d'expéditions ayant pour but de localiser ce site. Si les scientifiques ont vu juste, l'eau qui entoure la zone devrait être chaude. Équipé de senseurs sophistiqués, le sous-marin de poche Alvin est envoyé à la recherche de ce lieu hypothétique. Au début, la chance boude l'équipe qui explore les fonds marins. Mais un peu plus tard, bingo! Une cheminée rocheuse d'où jaillit de l'eau surchauffée. Un fumeur noir, comme on dit. Autour de ces structures, la température de l'eau atteint plus de 398 degrés Celsius. Cette chaleur extrême est émise par le magma qui remonte du cœur de la planète. Les scientifiques tiennent enfin la preuve qu'ils cherchaient, car ces curiosités volcaniques trahissent l'emplacement de structures géantes, les dorsales médio-océaniques. Sur ces frontières sous-marines, les puissants courants de convection du manteau écartent les plaques tectoniques. La lave libérée se répand sur le fond. Une nouvelle croûte océanique se forme constamment sur les dorsales. Elle s'éloigne ensuite pour se diriger vers le bord des continents. Ainsi, le fond sous-marin se renouvelle en permanence et les roches détruites par la subduction à la limite des océans sont remplacées. Les dorsales sont présentes dans tous les océans de la planète. Elles assurent un approvisionnement illimité en nouvelles roches et perpétuent le cycle de la tectonique des plaques. C'est un processus planétaire. C'est la planète elle-même qui circule. La roche et le magma de ses entrailles remontent à la surface et forment la croûte. Puis cette croûte replonge dans la Terre
dans les fosses de subduction, et elles se mélangent à nouveau avec la matière terrestre. Selon les spécialistes, le moteur qui propulse ce mécanisme est si puissant que le mouvement des plaques autour du globe ne devrait jamais cesser. La force des plaques tectoniques, nourrie par la chaleur du noyau de la Terre, est si astronomique que rien ne peut l'arrêter. La ceinture de feu n'est pas près de disparaître. Ici, dans le sud de l'Alaska, la zone de subduction existe depuis 200 millions d'années. Et rien n'indique que cela va changer dans un futur proche. Mais au cours des milliards d'années à venir, le mouvement perpétuel des plaques redessinera la carte du monde. La plaque pacifique bouge et entraîne tout ce qu'elle supporte dans sa subduction. Par exemple, l'archipel d'Hawaï remonte vers l'Alaska. Des parties de la Californie aussi. La Basse-Californie se dirige vers le nord également. L'Alaska semble être un endroit très populaire. Tout le monde va s'y retrouver. Lentement mais sûrement, le Pacifique va donc changer de visage, remodelé par l'immense force de la subduction. Car là est la clé de la ceinture de feu. C'est la subduction qui crée les panaches de magma responsables de la formation des volcans explosifs. Et c'est aussi la subduction qui alimente les violents séismes tectoniques qui rasent des villes entières en quelques secondes et provoquent des tsunamis meurtriers. Le processus de la subduction libère une quantité d'énergie phénoménale par des tremblements de terre, construisant ainsi des montagnes, des volcans. C'est une puissance inimaginable. C'est pourquoi la ceinture de feu est la zone géologique la plus active et la plus meurtrière de la planète. L'océan Pacifique montre le cycle complet de la formation et de la destruction d'une plaque. La ceinture de feu représente la limite du cercle, l'endroit où la destruction a lieu. L'enquête touche à sa fin. Les géologues ont découvert ce qui rend la ceinture de feu si dangereuse et ce qui l'alimente. Les violentes éruptions explosives de lave en bloc ont formé les cônes parfaits des volcans. Les roches marines mixtes, retrouvées loin à l'intérieur des terres, témoignent du processus de subduction qui fait naître les volcans. Les côtes surélevées sont les traces de séismes de méga-chevauchements dus à la subduction. Quant au relevé GPS, il prouve l'existence des immenses courants de convection qui circulent au cœur de la Terre et entraînent le mécanisme. Ce sont ces forces incommensurables qui ont construit la ceinture de feu. L'énergie qui alimente tout ce système convecteur n'a pas d'égal sur Terre. Rien ne peut se comparer à la puissance et à la force qui poussent les continents. Les font s'entrechoquer, coulisser l'un sous l'autre. C'est très impressionnant. Ces forces sont irrépressibles. Et durant des millions d'années, tant que les contours du Pacifique évolueront, des volcans explosifs se dresseront sur ces rivages. Existe-t-il preuve plus dynamique que la Terre n'est jamais en repos ?